Bonjour, Monsieur Janard. Oui, bonjour, Madame Bégin. Le ministre Bernard Drinville nous disait cette semaine que le système d'accueil des réfugiés et le service d'éducation du Québec sont arrivés à un point de rupture. Est-ce que c'est vraiment le cas, d'abord? Je pense que, pour commencer, on ne peut pas nier l'existence de la crise du logement qui a été aussi associée à l'arrivée des personnes immigrantes ou nier la situation dans les réseaux de l'éducation, de la santé, d'autres services publics. Par contre, parler de point de rupture, à mon sens, c'est de l'exagération. Le gouvernement a présenté ses revendications, ses réclamations financières au gouvernement fédéral. Pour les 3 dernières années, on parle d'un peu plus d'1 milliard de dollars. Ça paraît énorme, mais si on regarde en 3 ans, ça représente environ 0,25 % des dépenses de l'ensemble des portefeuilles de l'État québécois. Quand on regarde les chiffres du Trésor. Donc, parler de point de rupture, ça me semble exagéré dans cette perspective-là. Mais surtout, c'est quelque chose qui est complètement injuste et erroné que d'utiliser les personnes en demande d'asile comme bouc émissaire pour les crises que vivent les services publics. Oui. Mais le ministre Drinville dit qu'il y a actuellement plus de 1200 classes de francisation. C'est l'équivalent de 52 écoles primaires. C'est quand même des chiffres importants, non? Oui, c'est des chiffres importants, mais quand on regarde le nombre total d'établissements primaires au Québec, il y en a un peu plus de 1900, donc 52 écoles, là, ça représente un 2,5 %. Donc oui, c'est probablement un chiffre important, point de vue gestion du système d'éducation. Mais le ministre dit que le réseau est sous pression parce que le gouvernement fédéral ne contrôle pas ses frontières, en laissant sous-entendre que la faute revient aux personnes en demande d'asile. Pourtant, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il s'agit de l'ensemble des classes d'accueil pour toutes les catégories d'immigration et pas seulement pour les demandeurs d'asile. Donc, le gouvernement du Québec aussi joue un rôle dans la sélection de l'ensemble des résidents permanents, mais aussi d'une bonne partie des résidents temporaires. Il reçoit les projections de la part du gouvernement fédéral sur les arrivées de demandeurs d'asile. Donc, c'est pas quelque chose de complètement imprévu. Faut dire également que les demandeurs d'asile représentent environ 30 % des résidents temporaires et que depuis la fermeture du chemin Roxham, environ deux tiers des personnes en demande d'asile sont des personnes seules, donc qui arrivent sans enfants. Le gouvernement de la CAQ veut aussi empêcher les demandeurs d'asile d'envoyer leurs enfants dans les garderies subventionnées du Québec, va jusqu'en Cour suprême pour ça. Quel impact ça va avoir sur le terrain, selon vous? Dans un premier temps, c'est qu'on perpétue la discrimination envers les femmes en demande d'asile, comme l'a reconnu la Cour d'appel récemment. Les personnes en demande d'asile sont des personnes qui roulent pas sur l'or, là. Ça, c'est pas inconnu. Donc, les services de garde non subventionnés sont pas accessibles pour la majorité qui ont pas un énorme revenu. Donc, c'est pour les femmes des barrières à l'accès au travail, à l'accès à un revenu, des barrières pour participer à des cours de francisation. Donc, on parle d'impact sur le processus d'intégration, on parle d'impact en matière d'isolement, en matière de santé mentale. Donc, ça reste incohérent, je trouve, avec la posture du gouvernement à l'égard de l'égalité des genres. Les impacts pour les enfants sont sérieux aussi. On parle de socialisation, de prévention, de dépistage d'éventuelles difficultés, de processus d'intégration, de francisation. Donc également pour les enfants, on reproche aux demandeurs d'asile de créer des besoins en matière de classes d'intégration dans les écoles primaires, mais si ils pouvaient avoir accès aux services de garde subventionnés, commencer ou approfondir, accélérer leur processus d'intégration, de francisation, ça éviterait également de devoir créer des classes d'accueil. Puis, on a entendu dans les dernières semaines plusieurs reproches aux personnes en demande d'asile qui sollicitent de l'aide financière de dernier recours, etc. Mais de l'autre côté, on maintient des barrières systémiques qui font en sorte que les parents restent à la maison sans pouvoir travailler, payer des impôts, sans pouvoir suivre des cours de français. Donc, je pense qu'avec cette décision-là, c'est l'ensemble de la société québécoise qui est perdante. Oui. Parlons du retour maintenant des visas pour les voyageurs mexicains. On parle beaucoup des demandes qui sont rejetées.
Mais est-ce qu'on risque aussi d'échapper des gens qui ont vraiment besoin d'aide? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, certainement. La situation au Mexique en matière de droits de la personne, la situation sécuritaire est loin d'être reluisante, là, notamment pour les femmes. Si on regarde des rapports, par exemple, comme des états de situation là, produits par Amnesty International, depuis que la levée du visa là, en 2016, il y a environ 6500 personnes du Mexique qui ont été reconnues comme réfugiés. Ce qui représente à peu près 36% de toutes les demandes. C'est un taux qui est en augmentation depuis 2018. Donc, malgré l'augmentation du nombre de demandes en provenance du Mexique, le taux de reconnaissance est également en augmentation. Donc, on est rendu, pour 2023, les dernières statistiques que j'ai vues, c'était autour de 40-41%. Donc, depuis 2017, c'est plusieurs milliers de personnes que le Canada a pu protéger. Et il faut dire aussi que les ressortissants mexicains n'ont pas beaucoup d'options pour chercher l'asile. C'est notamment le cas des femmes parce que la violence envers les femmes n'est pas reconnue comme un motif de persécution aux États-Unis, contrairement au Canada. Mais les Mexicains représentaient 17% de tous les demandeurs d'asile en 2023 et la majorité de leurs demandes sont rejetées ou retirées. Est-ce qu'il y avait quand même abus dans le système? La première chose que j'aimerais répondre, c'est que, bon, au Canada, on dispose d'un assez bon système de détermination du statut de réfugié, mais la définition de réfugié reste quand même assez étroite, puis c'est pas une démonstration qui est nécessairement facile à faire, c'est pas facile à prouver. Donc, c'est possible qu'il y ait des cas rejetés par erreur. Ce qu'on entend aussi, c'est qu'il y a beaucoup de désinformations qui circulent au Mexique au sujet des programmes d'immigration au Canada. Mais au final, je pense que oui, dans d'autres cas, et comme c'est le cas pour tout programme gouvernemental, là, il peut y avoir des abus intentionnels, je dirais, comme demander l'asile pour avoir un permis de travail au Canada. Je pense qu'à ce moment-là, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il y a abus. Si c'est pour passer la frontière vers les États-Unis, ben, les gens passent par le Canada vers le nord parce que les politiques migratoires américaines sont hyper restrictives. Donc, c'est plus facile pour les Mexicains d'entrer aux États-Unis. Si c'était plus facile, d'entrer aux États-Unis pour les Mexicains, il n'y aurait pas besoin de passer par le Canada. Donc, c'est pas l'exemption de visa qui crée des occasions pour les passeurs, mais bien les politiques américaines. Ensuite, si on est inquiet de la criminalité transfrontalière, bien qu'on utilise le droit criminel pour lutter contre la criminalité et non le droit de l'immigration, en punissant au passage les personnes qui sont en quête de refuge. Jean-Philippe Janard, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Au revoir. Ça me fait plaisir.